Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Avec moi son directeur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Carole Barjon, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour. Bonjour Marc. Et Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour Catherine. Bonjour Marc. Alors on va parler de Donald Trump. Oui, c'est de la politique française, mais c'est vrai que Donald Trump, qui domine souvent l'actualité, ne l'a sans doute jamais autant fait que cette semaine, entre la guerre éclair avec l'Iran et le sommet de l'OTAN. Des sujets qui touchent évidemment directement la France et l'Europe, mais les Français, les Européens ont dû se contenter d'être les spectateurs bien plus que les acteurs de cette séquence. Au milieu de cette émission également, Dominique de Villepin qui fait un pas de plus vers une candidature à la présidentielle. Et enfin, nous aborderons également le conclave sur les retraites qui n'en finit pas d'en finir. Le Premier ministre François Bayrou, en ce moment même, est à nouveau en train de parler de ce sujet. Alors commençons d'abord par Donald Trump, qui en quelques heures a fait la guerre à l'Iran, puis ordonné un cessez-le-feu et jure aujourd'hui de ramener la paix au Proche-Orient. Et il a aussi imposé aux alliés une hausse drastique des dépenses militaires lors d'un sommet express de l'OTAN à La Haye où tous les participants n'avaient qu'une préoccupation, ne surtout pas le vexer, Jean-Marie. Oui, c'était d'ailleurs la partie comique presque de ce rassemblement de l'OTAN parce que chacun y allait de sa marque de cirage avant de parler à Donald Trump. Donc c'est à qui ferait le meilleur compliment. Et alors le champion toute catégorie, ça a été le secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre hollandais, qui lui alors en a rajouté, etc. Et d'ailleurs ça a marché parce que à la fin de ce rassemblement, Donald Trump a dit « mais j'ai été très bien traité ». Et j'ai été très bien traité et j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas finalement. Je m'en étais fait une idée. Et là, j'ai changé d'avis. Donc, je suis arrivé avec des idées négatives sur les Européens. Mais là, j'ai trouvé des gens consciencieux, intéressants. Et donc, j'ai changé d'avis. Donc, en soi, la technique du cirage, si j'ose dire, a marché. Mais cela dit, au-delà de la forme qui est comme ça, qui peut être vue de façon un petit peu comique, le fond, c'était quoi? Le fond, ce n'était pas autre chose que d'éviter qu'ils s'en aillent, d'éviter que les Américains quittent l'OTAN, d'éviter que les Américains arrêtent tout soutien à l'Ukraine. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un sommet qui a convenu aux idées, enfin aux souhaits et aux attentes des Européens, alors même qu'on ne savait pas jusqu'où il irait dans le retrait américain. Et donc, c'était ça l'enjeu, principalement. C'était éviter qu'ils ne partent et éviter qu'ils n'annoncent à la fois le départ éventuel de l'OTAN, donc ce serait l'arrêt de mort de l'OTAN, et éviter qu'ils ne cessent d'armer l'Ukraine. Donc voilà, le fond est mieux que la forme. Alors justement, vous avez évoqué le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui avait déjà envoyé des messages qui étaient censés être privés élogieux à Donald Trump. Ce dernier s'est évidemment fait un malin plaisir de les dévoiler. Et lors de ce sommet, il a poussé le bouchon de la flagornerie, en effet, comme vous le dites, très très loin. On va écouter Mark Rutte et après, je vous fais réagir. Ils ne vont plus se battre, c'est fini. Ils se sont bagarrés comme deux gamins dans la cour de récré. Vous savez, ils se battent comme des fous. Vous ne pouvez pas les arrêter. Il faut les laisser se battre 2-3 minutes et ensuite c'est plus facile de les arrêter. Et papa doit parfois hausser le ton. C'est ça, il faut hausser le ton. Carole, alors, Donald Trump parlait de la façon dont il a arrêté la guerre entre Israël et l'Iran, comparant les deux protagonistes à des petits-enfants. Et donc on entend Mark Rutte dire... oui, il faut que papa tape du doigt sur les enfants. Alors c'est un petit peu théâtral, mais ça dit quand même quelque chose du rapport de force. Ah bien entendu. De toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est rentré dans une période où le droit international... je ne dis pas que c'est plus qu'un lointain souvenir, mais enfin, bon, voilà, c'est le rapport de force qui compte. Les Américains, ils ont la force pour eux. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que Donald Trump avait déclaré pendant sa campagne présidentielle que la guerre Ukraine-Russie, il allait régler ça en 24 heures. Donc, pour ce qui est des succès de Trump, il faut quand même en prendre et en laisser. Par ailleurs, est-ce que les frappes des États-Unis sur l'Iran
ont donné de réels résultats sur les installations nucléaires iraniennes. C'est un sujet de grande controverse. Il y a débat là-dessus, on n'en sait rien. Donc, puisque de toute façon, l'accès est impossible, il faut des experts. Donc, on saura si cette opération a réussi et si, au fond, et les Israéliens et les Américains ont fait, comme l'avait dit le chancelier Merz, le sale boulot pour les autres. Bruno, c'est vrai que, comme je le disais, les Européens, et à commencer par la France, on regardait ça un petit peu, voilà, parce que l'Iran, ça nous concerne au moins directement. L'OTAN, ça nous concerne très directement, et on a l'impression qu'ils ont assisté à ce spectacle pour ne pas vexer Trump. Mais en même temps, il y a une guerre commerciale qui a lieu. On a l'impression que tout ça, ça a été mis sous le tapis. Je ne mettrai pas tout à fait la situation de la guerre Iran-Israël sur le même plan que l'OTAN. Iran-Israël, on peut effectivement considérer que la France a été largement spectateur privé d'informations, de renseignements suffisants pour pouvoir avoir ne serait-ce que son mot à dire. Et Macron... Elle a poussé la diplomatie. Oui, a poussé la diplomatie, mais enfin, on voit bien qu'Emmanuel Macron a beaucoup varié entre sa première prise de parole, sitôt les premières frappes. Ensuite, il a essayé de faire valoir la solution diplomatique, qui au fond, depuis tant de temps qu'il y a eu des allers-retours sur le TNP, sur toute la question. Oui, alors je pense que la position française est restée assez illisible, à mon avis, pour beaucoup de Français qui ont regardé ça. Mais pas pour les Israéliens. Mais pas pour les... Parce que ce qui est reproché à Emmanuel Macron, c'est la critique qu'il fait de la situation à Gaza. Oui. Quand il dit c'est une honte, c'est ça que les Israéliens lui font payer. Bien sûr, ça c'est pour la partie, j'allais dire, le conflit à Gaza. Oui. Mais pour la partie iranienne, je pense que c'est resté assez illisible. Pour l'OTAN, que voulait-on, Jean-Marie a bien résumé, que voulait-on ? On voulait d'abord assurer le soutien à l'Ukraine. Et aujourd'hui, même si l'Europe prévoit d'augmenter ses budgets militaires, mais ça c'est du long terme, à court terme, on a bien vu que sans l'aide américaine concrète, on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité du territoire ukrainien, avec un Vladimir Poutine qui, au fond, pendant toute cette période de pseudo-négociation, n'a rien lâché du tout. Donc, bon, peut-être qu'il y a eu une grosse utilisation du cirage à haute dose pour calmer, masser Donald Trump comme les Japonais massent le bœuf Kobe, c'est-à-dire pour attendrir un peu la position américaine. La vérité, c'est qu'on voulait surtout ne pas lâcher les Ukrainiens et assurer leur sécurité. Et ça me paraît le principal. Maintenant, c'est vrai que tous les Européens, ils ont été mis un peu au pied du mur de leur... de tout ce qu'ils ont pu promettre pendant des années sur l'augmentation des budgets militaires, qu'ils n'ont pas fait pour la plupart, à part peut-être la Pologne qui s'est mis au niveau, mais il faut dire qu'elle est en première ligne par rapport physiquement, géographiquement, par rapport à la frontière russe. Mais bon, quand on regarde les budgets militaires en Europe, on pleure. On pleure par rapport au danger que... On n'a pas pris les moyens. On ne s'est pas donné les moyens de défendre l'Ukraine. Alors, Catherine, il y a un dirigeant européen qui s'est permis de prendre une position différente, qui a subi les foudres de Donald Trump, c'est le Premier ministre espagnol, qui a dit, écoutez, alors que l'Espagne va plutôt mieux que la France et l'Allemagne économiquement, il a dit, écoutez, nous, dépenser tout cet argent pour des canons, alors que nos hôpitaux, nos écoles et nos routes ont besoin d'argent, non, Monsieur Trump. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'il était un peu plus réaliste que En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, comme vous l'avez dit, tous se sont aplatis devant Trump, sauf un, c'est lui, Pérez. Mais non, mais franchement, je veux dire que c'est c'est notre résistant européen. C'est-à-dire qu'il a dit... Socialiste européen, tout à fait, dirigeant d'une coalition bien à gauche en Espagne. Social-démocrate et communiste associés. Et donc, en tout cas, il mène une politique intéressante sur le plan économique en Espagne, puisqu'il y a des progrès sociaux qui sont acquis, mais il y a d'autres choses. Sur le plan international, l'Espagne s'est mise aux avant-postes pour la reconnaissance de l'État palestinien et une solution diplomatique au conflit à Gaza, et il a dit non, comme vous venez de le dire, on dépense 2,1 et on ne dépensera pas plus
pour l'armement. Et pour les raisons que vous avez dit, c'est qu'il considère qu'il y a des choses plus importantes à faire. Donc, je trouve qu'il y a quelqu'un qui, un tout petit peu, affirme des choses et il n'a pas soutenu les bombes sur l'Iran. C'est-à-dire qu'il réaffirme le droit international, il réaffirme le droit de décider de son budget militaire et il réaffirme le droit de conduire une politique différente. Et avec 2% du budget, mais il est bien seul. Avec 2% du budget, on ne parviendra pas à soutenir durablement l'Ukraine. Et vous pensez qu'avec 5% du budget, on va réussir à faire face à la Russie? Je pense qu'il faut essayer de trouver une autre voie. Il faut trouver un autre chemin et de reconduire, remettre en selle le droit international me paraît plus performant pour assurer la paix. Le droit international est bafoué par Vladimir Poutine depuis exactement et par Donald Trump et par Donald Trump et par Benjamin Netanyahou. Oui, bien sûr. Mais attendez, l'interview, faut pas être trop hypocrite. Non, je suis pas hypocrite. Non, mais Catherine, il faut pas être trop hypocrite. Voici pourquoi. Il y a objectivement aujourd'hui une situation très menaçante pour l'Europe elle-même et qui vient de la Russie. La presse est remplie d'enquêtes et autres sur la façon dont la Russie attaque petit à petit l'Union européenne elle-même. Et résultat des courses, l'OTAN s'est élargie. Pourquoi l'OTAN s'est-elle élargie à la Finlande et à la Suède, alors que c'était des pays historiquement neutres? Parce que ce danger est bien réel. Et donc ce danger, si vous vous reposez exclusivement sur les Américains, vous êtes dans une hypocrisie totale. Donc il ne faut pas le faire. De ce point de vue-là, celui qui avait vu juste avant les autres, faut-il le rappeler, c'est à Emmanuel Macron quand il a parlé d'autonomie stratégique de l'Europe. Donc ça, c'est un concept qui vivra et qui vivra au-delà de sa présidence. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le fait que les États-Unis ne veulent plus tout porter, que ce soit Trump ou d'autres présidents américains. Ils ne voudront plus tout porter. Donc vous êtes obligés vous-même de faire un effort et de sortir de cette histoire. Je finance pas des canons et je finance des hôpitaux. Ça n'a pas de sens. Plus externaliser notre défense. Vous ne financez plus rien et vous serez écrasés comme nous l'avons été en juin 40. Alors il faut arrêter avec ce genre de... Pardon, vous avez le droit d'avoir aussi une vue un peu partielle des choses. Je regrette, mais je pense que les Américains sont une très grande menace pour l'Europe. Le soutien qu'ils apportent à toutes les extrêmes droites européennes de manière... Trump, vous avez raison, donc, bien sûr. Trump est une très grande menace. Donc moi, je veux bien... Ils ont soutenu l'AfD. Absolument. Il a même soutenu... Vox, l'AfD... Le gag du week-end, c'est qu'il a soutenu... Les Hollandais sont en période électorale. Et Trump est allé soutenir les opposants d'extrême droite. Mais une menace n'exclut pas l'autre. Non. Ce que je veux dire... Oui, mais moi, j'ai lu l'interview, je ne sais plus si c'est Gabriel Attal ou le Premier ministre, je ne sais plus lequel des deux. Non, c'est le Premier ministre. Son intervention qu'il a faite hier à l'Assemblée nationale, je ne l'ai pas entendue, mais je l'ai lu, il parle des menaces, et des menaces, il ne cite pas les États-Unis. La menace, c'est uniquement du côté de Poutine et du côté de l'Iran. Oui, physiquement, non, bien sûr, moi je regrette. Mais moi, non, la menace... Les États-Unis ne menacent pas notre intégrité territoriale. Excusez-moi, si l'Europe vire complètement à l'extrême droite... Ça, c'est autre chose. Mais quand les États-Unis interviennent dans la politique... Alors le fascisme arrive aussi au pouvoir par le vote. Je vais vous arrêter 2 minutes parce que voilà. Merci, je ne sais pas. Vous allez continuer sans doute après. On va juste écouter 2 réactions, celle de Mathilde Panot et celle de Marine Le Pen, à l'attitude de la France vis-à-vis notamment de Donald Trump. On les écoute. La France sous Macron est devenue le laquais de Netanyahou et de Trump. La même semaine où les États-Unis violent le droit international, vous signez docilement sous l'égide de l'OTAN l'augmentation de notre budget militaire à 5% du PIB. Si le tableau géopolitique apparaît bien complexe, voire obscur, il y a un élément qui apparaît bien clair, l'absence de la voix de la France. Les propos peu amènes du Premier ministre israélien envers le président Macron, tout comme ceux du président américain, ne peuvent qu'attrister la patriote que je suis. Alors Carole, c'est vrai que Emmanuel Macron se targue de sa posture internationale, c'est un petit peu tout ce qui lui reste, vous me direz, mais c'est vrai que là, il est attaqué parce qu'il est illisible, comme le disait Bruno. Oui, mais il est attaqué, d'abord c'est leur rôle. Oui, c'est leur rôle. Évidemment, Marine Le Pen fait appel à la fibre patriotique des Français en suggérant qu'on a un président qui n'est pas à la hauteur, en fait.
Bon, moi, je ne sais pas si c'est... je crois que ce n'est pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, parce qu'il s'est toujours occupé de sujets internationaux. Comme l'a rappelé fort justement Jean-Marie tout à l'heure, il avait, dès le début, parlé de la nécessité d'une autonomie stratégique de l'Europe, etc., voyant bien que les États-Unis, et pas seulement Trump, se désengageaient. Mais simplement, aujourd'hui... C'est vrai, et on l'a vu autour de toute cette séquence cette semaine, il apparaît un peu comme un spectateur. Voilà, on ne se donne pas la peine, enfin Bruno l'a dit, il a rappelé, on ne se donne pas la peine de le prévenir, Israël ne se donne pas la peine de le prévenir de ses frappes, les États-Unis non plus, donc il regarde un peu passer les balles. Donc que l'opposition, mette l'accent là-dessus, oui, elle est dans son rôle. À la condition de rappeler que LFI est contre l'OTAN et pour une alliance bolivarienne, vous m'expliquerez ce que c'est un jour, et d'autre part de rappeler que Marine Le Pen est aussi hostile à l'OTAN et que Marine LePen est sur des positions largement pro-russes qui font que de toute façon leurs réactions sont ne peut plus attendues. C'est possible d'être hostile à l'OTAN. C'est possible de l'être. On peut vous le remplacer par quoi? Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas continuer d'abord de penser. L'OTAN se constitue avec comme ennemi principal l'Union soviétique et ses affidés. Elle se positionne comme quelque chose, comme un truc d'autodéfense. Non, elle se positionne en 1947, au moment de la guerre froide, contre l'ennemi communiste. Il n'y a plus d'ennemi communiste. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Emmanuel Macron en céphalogramme. Si vous êtes hostile à l'OTAN, que vous pensez qu'il faut supprimer l'OTAN, pourquoi pas? Mais ça aura un coût, augmenter les budgets militaires pour remplacer la sécurité que représente l'OTAN. Moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une discussion, et ça serait bien qu'il y en ait une, sur on remplace par quoi, et est-ce qu'on est obligé de penser que la sécurité européenne, ça passe par un surarmement de l'Europe? Je ne suis... mais moi, je ne le crois pas. Il n'y a pas de surarmement de l'Europe, il y a un sous-armement de l'Europe sans l'OTAN. Par une montée, moi, je ne le crois pas. Face à Poutine, vous êtes obligé. Mais moi, je ne le crois pas. Voilà, je ne crois pas qu'on va réussir à régler ça. Donc on désarme. Non, j'ai pas dit qu'on désarme. Je ne le crois pas. C'est de l'ordre de la foi, votre histoire. Non, c'est pas de l'ordre de la foi. Ce n'est pas de l'ordre de la réalité, c'est que la menace est là. Non, la France a des armes qui sont des armes assez puissantes pour pouvoir tenir Poutine en respect, mais on ne va pas régler le problème. Si, je veux dire, le fait de détenir l'arme nucléaire, et la France est le seul pays européen à la détenir, parce que l'Angleterre ne la détient que si Donald Trump, et je veux bien lui concéder. Donc la France est la seule à détenir l'arme nucléaire face à Poutine. Et donc elle est capable de tenir... Catherine. Oui, ça a un coût. On n'est pas obligé d'augmenter. On a plutôt intérêt à baisser les armements que monter l'armement. Si la France demain partage son pouvoir nucléaire d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas sous quelle manière, puisque Emmanuel Macron l'a évoqué avec la Pologne et peut-être avec l'Allemagne, et ça entraînera un coût supplémentaire pour l'ensemble des Européens. Et c'est tout le principe de la dissuasion que vous contestez en réalité. Mais moi, je pense qu'il faut maintenir le principe de la dissuasion et faire baisser le niveau d'armement. Alors je vous arrête. Il faut travailler à faire baisser. C'est quand même compliqué. Il faut travailler à faire baisser le niveau d'armement. Alors, courant utopiste et pacifiste. C'est ça. Et qui n'est pas si mal. Heureusement qu'il y a des gens qui disent que de temps en temps, c'est une bonne idée d'arrêter les guerres. Alors moi, j'ai une bonne idée d'arrêter cette discussion pour en passer à une autre. Non, on a d'autres sujets, évidemment. Catherine Tricot. On va parler de Dominique de Villepin, voilà, qui aime bien s'exprimer sur ces sujets, l'Iran, Gaza, l'Ukraine, la dissuasion nucléaire. Et ces derniers mois, l'ex-premier ministre, qui a une popularité grandissante, notamment à gauche d'ailleurs, a annoncé cette semaine le lancement de la France humaniste. Alors il dit que c'est un mouvement d'idées de citoyens, ça ressemble quand même fortement à un parti politique. Il sort aussi un essai intitulé « Le pouvoir de dire non » et il espère sans doute que les Français prendront le pouvoir de lui dire oui en 2027. Il avait échoué à rassembler les 500 signatures d'élus nécessaires en 2012. Bruno, voilà, on le sentait venir. Est-ce que cette fois, il ira jusqu'au bout ou c'est juste un velléitaire ? Je crois que vous avez donné la réponse. En tous les cas, ma réponse, Marc, on connaît bien Dominique de Villepin. Moi, je l'ai suivi de longues années. Je connais l'homme, je connais le politique. Je connais aussi
peut-être le manque de détermination, parce que comme ça, il est assez bravache, c'est l'homme des belles formules, des discours parfois intéressants, qui a fait des choix politiques ces dernières années. Maintenant, la politique, une candidature à l'Élysée, c'est beaucoup de détermination, c'est du 7h du matin à 23h le soir, c'est une organisation politique, c'est beaucoup de sacrifices de soi-même et beaucoup d'amour donné aux Français. J'ai remarqué que Dominique de Villepin avait beaucoup de qualités, mais pas toutes celles-ci. Donc je doute qu'il soit en mesure de tenir sur la distance ce pari. Par ailleurs, c'est pas suffisant le beau panache blanc. Il faut aussi construire un parti. On n'est pas seul à la présidentielle. Il faut quand même avoir une équipe de commando autour de lui. Et je ne vois pas les gens s'agréger autour de sa candidature qui n'est pas encore déclarée. Mais enfin, on voit bien que s'il fait un parti, c'est quand même c'est avec cet horizon-là. Je ne le vois pas aller vers cette démarche. Et puis, alors vous me direz, les sondages, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Ils ne sont pas très bons aujourd'hui. Gagner une présidentielle en démarrant à 2,5, pourquoi pas, Hollande l'a fait. Mais je ne sais pas, j'ai un doute, je suis assez sceptique. Un gros doute. Oui. Carole. Je partage un peu l'avis de Bruno, parce que bon, c'est un pari particulièrement audacieux qui ne m'étonne pas, parce qu'on sent que voilà, chaque présidentielle qui arrive, il frétille. Comme beaucoup d'ailleurs d'anciens premiers ministres qui, une fois qu'ils étaient à Matignon, ne rêvent que d'une chose. Ou d'anciens présidents, je me permets de rajouter. Et d'anciens présidents, bien sûr. Bah oui, encore plus. Donc, mais dans les deux cas, ça ne marche pas. Anciens premiers ministres qui veulent sauter la marche suivante. Bon, pour le moment, OK, ils nous annoncent la création d'un parti. Enfin, c'est un embryon de parti. Un parti, ça suppose des équipes constituées, ça suppose aussi des relais locaux. Donc, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose aussi, pardon de le dire comme ça, mais de s'emmerder avec les élus, etc. Et ça, c'est un truc que Villepin a toujours refusé de faire. Il le disait d'ailleurs quand il était à Matignon. Il n'a jamais été parlementaire. Mais ça... Emmanuel Macron l'a jamais été non plus. Parce qu'il n'a pas envie, c'est ça que veut dire. Oui, mais Macron, il n'a pas envie. Macron n'a pas eu l'occasion. Il n'avait pas envie. Il le disait. Donc, si vous voulez, c'est ça la politique. Il faut à un moment donné mettre les mains dans le cambouis, s'embêter avec des trucs, qui vous paraissent un peu, futiles, caresser les uns les autres dans le sens du poil. On ne le voit pas faire ça. Et donc, c'est vrai qu'il a une posture martiale, il est auréolé du souvenir de son fameux discours à l'ONU sur l'Irak. Mais est-ce que ça suffira ? Je n'en suis pas certaine. Alors, Jean-Marie, on a parlé d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pas élu, pas de parti, il crée En Marche. Oui. Et ça a marché. C'est peut-être une première, mais ça peut être un précédent pour Dominique de Villepin. Avec un parcours totalement différent, évidemment. Ce sera difficile. Dominique de Villepin, pour le moment, il situe... il essaie de ressusciter une droite sociale. Un lapsus intéressant. Lapsus très intéressant. Oui, parce qu'il a parlé à gauche, justement. Et en disant la question sociale est prioritaire et la droite l'oublie. Et donc, moi, je la remets sur le devant de la scène. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il essaie de récupérer un électorat... Oui. Avec ses prises de position sur la Palestine. Oui, non, bien sûr. Ça, c'est un regard vers la gauche. Il regarde un peu du côté de Mélenchon, quand même, aussi. Bien sûr. Mais il y a aussi le fait qu'il fait allusion, explicitement, il cite la doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est vraiment une partie de la gauche française. Donc, de la droite et de la gauche aussi. La doctrine sociale de l'Église, c'est aussi... Alors, évidemment, ça a inspiré aussi le MRP, un mouvement centriste. Donc voilà, mais cela dit, et puis le vrai fond de commerce de Dominique de Villepin, c'est non. Voilà, je suis celui qui dit non. Et ça a toujours flatté les Français. D'abord, on est quand même un peuple assez largement qui se paye de mots. Donc là, avec Villepin, on va être servi parce que les mots vont dégringoler, vont être largement exploités. Et donc le non, c'est une figure... habituel qui en général vous rend populaire parce que vous dites non. Non à quoi ? Non au système, non au capitalisme, non à la soumission. Non. Et vous regardez, c'est souvent les extrêmes d'ailleurs qui récupèrent cela. Et Dominique Villepin veut incarner cela sur la base du souvenir qu'il a laissé de son fameux discours aux Nations Unies, discours qui était un discours de Jacques Chirac, qu'il prononçait au nom de la République et au nom du président de la République. Mais néanmoins, c'est ça son fonds de commerce. Après,
Je pense qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre autour de lui, comme beaucoup de ceux qui sont passés par l'exercice du pouvoir. Et donc, est-ce qu'il ne sera pas à un moment ou à un autre rattrapé par ces zones d'ombre? Ça, je pense que c'est ce qu'il peut craindre aujourd'hui. C'est peut-être plus ce qu'il a fait depuis qu'il a quitté le pouvoir. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, bien sûr. Mais cela dit, dans l'exercice du pouvoir, moi je me souviens d'un affrontement entre Dominique de Villepin, Premier ministre, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, au moment des émeutes, où Dominique de Villepin déclenche l'état d'urgence et où Nicolas Sarkozy dit « ils sont fous », parce qu'on ne fait pas ce que... Parce que c'était une mesure qui ramenait au contexte de la guerre d'Algérie. Donc Nicolas Sarkozy disait ils sont fous, il ne faut pas que les préfets appliquent ce genre de décision parce que ça va aggraver la situation. Donc il y a aussi chez Dominique de Villepin aussi voilà, quelque chose qui correspond à, vous disiez, son côté bravache, mais son côté bravache peut l'amener à faire de lourdes erreurs, notamment vis-à-vis de la société française. Alors vous en parliez, mais Catherine, avant de vous donner la parole, je veux quand même rappeler que quand il était Premier ministre, il y avait eu les manifestations massives contre le contrat de première embauche en 2006. Et finalement, le décret d'abrogation de cette loi qui avait été votée a été annulé par Jacques Chirac. Donc il y a aussi ce souvenir. Il en parle beaucoup moins, évidemment. Oui, il en parle moins. Enfin, on peut faire la litanie de ses ratés, parce qu'il y a aussi le raté de la dissolution. Enfin, bref, il y en a beaucoup. Moi, je ne crois pas du tout que Dominique de Villepin puisse revenir au premier plan et devenir le futur président de la République. Mais néanmoins, je trouve intéressant d'abord que cette parole existe, parce que tout à l'heure, nous avions une discussion. Je me sentais un peu seule et je trouve que Villepin, vous vous sentez moins seule? Absolument. Je ne dis pas que je parte. Ben oui, parce que je trouve que Villepin, il expose une exigence, par exemple, concernant les relations internationales, l'exigence sur le droit international sur lequel on ne peut pas déroger, même pour faire plaisir à Donald Trump en visite à La Haye, et on ne lui dit pas qu'il n'a pas le droit de lâcher des bombes sur l'Iran. Ben, Dominique de Villepin, il le dit tout à l'heure. On a dit la position de la France est affaiblie. Je pense que Villepin a raison de souligner que la position de la France est affaiblie parce qu'elle manque de cohérence, mais surtout c'est qu'elle manque de principes. Elle ne tient pas les principes. Et les principes, c'est le respect du droit international. Et Villepin ne cesse de le répéter. Donc je ne crois pas que Villepin réussira son retour en politique. Par contre, moi, je suis contente que cette voix existe et je suis désolée que cette voix ait surtout un écho, comme vous l'avez dit les uns et les autres, plutôt à gauche. Ça signifie quelque chose qui est parti du côté de la droite, aussi bien sur le côté social, dont aujourd'hui il se met à parler, il l'a assez peu pratiqué quand il était Premier ministre, mais il essaye d'occuper un espace qui est complètement délaissé par la droite. Toute la droite, de Attal jusqu'à Retailleau, ils ont délaissé la question sociale. Lui, il essaye de le reprendre, mais surtout, ce que les Français retiennent, c'est quelqu'un qui essaye de porter une voix de principe. Et franchement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Des hommes politiques, il a certainement tous les défauts que vous nous avez laissé entendre, Bruno. Je ne le connais pas du tout, en dehors des caricatures des films et des bandes dessinées qui le rendent plutôt sympathique et en même temps on n'a pas envie de l'approcher. Mais il dit quelque chose. Voilà. Je trouve que ce type a une parole qui... Et même s'il dit non, quand on est sartrien, et en France, on peut aussi être sartrien, on sait qu'on se construit aussi en disant non, et je trouve qu'il a raison de dire non bien souvent. Certes, Catherine, mais on a rarement vu quelqu'un se faire élire avec les voix de ceux qui sont a priori ses adversaires. C'est pour ça que je pense que je ne crois pas à un candidat de Villepin. Aujourd'hui, dans les sondages, il apparaît comme une des personnalités préférées des Français. Quand on regarde le détail, on voit une surreprésentation des sympathisants et les filles, une surreprésentation des sympathisants communistes et socialistes. Et LFI. Franchement, c'est quand même pas la ligne politique de Dominique de Villepin, même si on peut considérer qu'il est plutôt d'une droite sociale et chiracienne, pour faire simple. Qui a voté François Hollande. Dans l'histoire, on a déjà vu des hommes politiques très populaires, mais on se fait rarement élire avec les voix des autres. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je ne crois pas à son avenir politique. On va parler de l'avenir politique de celui qui est aujourd'hui Premier ministre, François Bayrou, qui s'exprime en ce moment même lors d'une conférence de presse à propos de la réforme des retraites qu'il avait appelée de ses voeux il y a quelques mois. C'était la condition
de la clémence qui lui avait été accordée par les socialistes, qui avaient accepté en échange de cette réforme, de la réforme de 2023, de ne pas le censurer à l'Assemblée nationale. Alors là, les socialistes ont déjà dégainé et ils ont affirmé qu'ils le censureraient parce qu'ils affirment qu'il n'a pas tenu cette promesse. Alors en ce moment même, donc le Premier ministre s'exprime. Il affirme, après des négociations à rallonge, qu'il n'y a pas d'accord, mais quand même des avancées qu'il qualifie d'impressionnantes et qu'il espère que certains éléments d'accord sur la pénibilité, le travail des femmes, pourront être intégrés dans une future loi budgétaire. Bruno, c'est vrai qu'il a joué les prolongations jusqu'au bout du temps réglementaire, François Bayrou, pour essayer de sauver, ou en tout cas de montrer qu'il allait jusqu'au bout pour prouver sa bonne volonté, si ce n'est sa bonne foi. Alors, de son point de vue, il a raison. Il est allé au bout d'une logique qui s'appelle la démocratie sociale, le paritarisme. Et je ne vais pas lui jeter la pierre, alors que j'ai plutôt eu tendance à le reprocher à Emmanuel Macron. Je pense que c'est une des erreurs des mandats d'Emmanuel Macron, d'avoir voulu passer par-dessus les corps intermédiaires. Et de ce point de vue-là, François Bayrou, il est logique avec tout ce qu'il a défendu depuis toujours. Son problème, c'est qu'il met tout ça en place après un long conflit sur les retraites, à un moment où il n'a pas de majorité politique et de très très loin pour le soutenir, que son propre camp traîne un peu les pieds, et qu'en plus, c'est vrai que même si ça a échoué de peu, on voit bien que à la fois les syndicats réformistes, finalement, et c'est pas neutre, ont accepté finalement le principe de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et c'est de ne pas le ramener à 62 ans. Un élément important. Ils ont essayé de tenir des choses sur certains aspects, ils en ont obtenu, mais ils n'ont pas obtenu les avancées qu'ils voulaient sur la pénibilité. Et de ce point de vue-là, on peut le regretter de la part du patronat. Le patronat qui est échaudé, qui craint, qui redoute que lâchant sur la pénibilité, on fabrique finalement un système de contournement de l'âge de départ pour plus de professions qu'elle ne le mérite. Enfin, bon, voilà, François Bayrou n'y est pas arrivé. Et il arrive un peu au bout de toute sa logique politique qui est je vais mettre en avant, tout jouer sur cette démocratie sociale que je vais faire revivre grâce à cet accord. Il ne l'a pas obtenu. Et maintenant, évidemment, j'allais dire, c'est retour à la case Michel Barnier, c'est-à-dire avec le RN qui risque de pouvoir à tout moment le faire chuter. François Bayrou survivra à la censure de lundi que la gauche votera ou pas dans son intégralité. J'ai l'impression que les socialistes et les filles, là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais enfin, bon, peu importe le vote, vu que le RN a dit qu'il ne voterait pas. Donc, rendez-vous au mois de septembre, Marc, pour savoir si François Bayrou est définitivement à bout de souffle et la messe est dite, ou si, au fond, les partis se reprennent un peu et ils épargnent une nouvelle crise budgétaire à la France. Carole, donc juste, François Bayrou, dans cette conférence de presse qui se déroule en ce moment, se dit impressionné par les progrès lors des négociations, mais pas d'accord, donc il pense que certaines avancées pourront être introduites. Et il affirme, à propos de ce que dit Bruno, qu'il ne peut pas imaginer, il n'imagine pas que le Parti socialiste, celui de Jacques Delors et de Michel Rocard, fasse de l'échec de ces négociations un objet de censure. Il a raison. Bon, d'abord, ils ont déjà annoncé la censure, donc voilà. Ensuite, la question, c'est de savoir est-ce que ce conclave a servi à quelque chose? Alors, ça a été des semaines et des semaines, sachant, plus long que le pas. Sachant, et il y a eu des prolongations, sachant qu'il y avait un cadre qui était quand même limité. Au départ, il avait dit sans totem ni tabou, ce qu'il pouvait laisser entendre aux syndicats qu'on pouvait remettre en cause l'âge légal de 64 ans, et en même temps disant il ne faut pas remettre en cause l'équilibre financier. Entre-temps, il y a eu un nouveau rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui expliquait assez bien comment, de toute façon, l'équilibre financier du régime était menacé à l'horizon 2030. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a eu quand même des avancées. Effectivement, la CFDT... la CFTC, la CGC, oui, ont renoncé finalement à remettre en question l'âge de 64 ans. Et franchement,
C'est une énorme concession, énorme. Donc, le patronat a quand même la responsabilité de n'avoir pas suffisamment pris en compte cette avancée, je trouve. Qu'est-ce qui reste donc, notamment en concédant lui aussi de son côté un certain nombre de critères sur la pénibilité, il ne veut rien savoir. Bayrou, là, François Bayrou a l'air de dire que ça peut peut-être changer. Je ne vois pas très bien comment, parce que le MEDEF me semble très arc-bouté. En revanche, il semblerait qu'il puisse y avoir, il puisse introduire, mais sans doute à l'automne, ou dans le budget, enfin, ou dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, quelques avancées sur la carrière des femmes, parce que là, les partenaires sociaux se sont entendus. Donc, il n'en sort pas, on ne peut pas dire qu'il en sorte gagnant. Moi, je trouve qu'on a beaucoup entendu tous perdants. Moi, je trouve que la CFDT n'en sort pas perdante parce qu'elle a essayé. Voilà. Il n'en sort pas perdant, mais a priori, Jean-Marie, il en sort vivant. C'est-à-dire que c'est dommage, c'est très dommage tout ça, parce que... De quoi qu'il en sorte vivant. C'était une vraie tentative de réhabilitation, de remise en avant de la démocratie dite sociale. C'est-à-dire du dialogue social qui, quand même, dont on considère en France qu'il est trop faible, dont on considère en France que c'est un obstacle au redressement des entreprises, ainsi de suite, et à la bonne santé du pays. Et donc, il faut lui accorder ce mérite d'avoir tenté, d'avoir essayé quelque chose, avec un patronat qui est quand même très en arrière de la main par rapport aux syndicats eux-mêmes. Un patronat qui n'est pas du tout dans ce film et qui probablement attend la prochaine échéance avant de faire mouvement. C'est-à-dire, au fond, s'inscrit dans tous ces partis et fractions de l'opinion qui sont dans l'attente d'eux. Et donc, on est dans l'attente de 2027, donc on est pour le gel et l'immobilisme, de fait. L'immobilisme, si ça se confirme, ça voudra dire à un moment ou à un autre le départ de François Bayrou, parce que ça ne tiendra pas la route très longtemps. Donc, c'est une occasion ratée, et c'est très dommage. Et il faut quand même créditer le Premier ministre de cette tentative-là. Après, comment les choses peuvent-elles évoluer? C'est difficile, parce que c'est un sujet explosif, sur lequel qu'il a essayé de déminer, qui est moins explosif peut-être aujourd'hui, mais qui quand même, n'en est pas au bout de nos peines, et c'est bien dommage. Catherine. Moi je crois que ce qui sort vraiment, vraiment perdant de cette affaire, c'est en fait la possibilité du dialogue social. Parce que, alors déjà, moi, je ne trouve pas que Bayrou les ait posés sur de très bonnes bases, qu'a rappelé Carole. Il a dit sans total ni tabou, il n'a pas autorisé tous les syndicats à être présents, puisque la FSU, qui représente quand même beaucoup de monde en France, n'était pas autour de la table, n'était pas autorisée par le pouvoir à être autour de la table, ni Solidaire Sud, enfin bref. La CGT et Force Ouvrière ont claqué la porte dès le départ. Et parce qu'on leur a dit, ils sont venus quand il a dit sans totem ni tabou, et puis quand il a dit oui, il n'y a pas de totem, pas de tabou, mais il y a quand même un tabou, c'est les 64 ans, il y a un deuxième tabou, c'est qu'on n'augmente pas les cotisations. Donc ça faisait quand même deux tabous qui étaient posés par le gouvernement, qui faisaient qu'il y avait, eux, ont jugé qu'il n'y avait pas de grain à moudre, et que donc les trois syndicats qui restaient autour de la table, quand bien même il y a la CFDT qui est le premier syndicat, ne représente pas à eux trois la majorité des salariés. Donc ça, quand même, ça pose un petit problème. Mais surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'en fait, ça nous donne une situation pour, en fait, les syndicats réformistes. C'est de eux dont je voudrais parler, qui essayent de trouver, dans la négociation des marges de progression, se retrouvent devant, d'une part, un patronat extrêmement raide, qui ne cède rien, et une droite qui est très loin de ce dont on parlait tout à l'heure, de la tradition sociale qu'elle a pu avoir, et que donc on est devant, en fait, un espace pour la social-démocratie, aussi bien dans la négociation ou dans l'espace politique. Nous en parlions tout à l'heure avant antenne, le programme que fait Raphaël Glucksmann, dans lequel il n'éclaire pas cette question. C'est-à-dire qu'il a des propositions de transformation, mais il ne dit pas les conditions politiques et économiques de ces transformations. Or, aujourd'hui, on a un patronat et des conditions politiques qui sont extrêmement verrouillées, puisqu'on dit il n'y a pas d'augmentation des cotisations, il n'y a pas d'augmentation des impôts, y compris des archi-riches, puisque la droite s'est opposée à la taxe Zuckman qui faisait que les 150 milliardaires pouvaient contribuer, ils ont dit non. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de verrouillage qui fait que les marges
de progression, de déverrouillage de la société que peut éventuellement porter la social-démocratie dans sa version politique ou dans sa version syndicale, ben là, elle est coincée. Elle est d'autant plus coincée on est devant une impasse. Trouver 40 milliards d'économies mais c'est bon, non, c'est pas 40 milliards d'économies. Il faut ramener 40 milliards. On peut aussi trouver de l'argent en plus parmi ceux qui... Oui, absolument. Donc, mais bien sûr. Mais franchement, non. Attendez, moi je ne comprends. C'est pas un carcan idéologique qui va nous tirer d'affaire. Moi je regrette. Non, moi je ne suis pas d'accord. Écoutez, quand on refuse, mais quand on refuse, non mais vous me dites, il faut être pragmatique, c'est de l'idéologie, etc. Il faut refuser, travailler plus. Refuser. Moi, le dernier point que je voulais justement vous pointer, c'est que de tout ça, nous ne discutons pas. C'est des problèmes de comment on fait pour que les jeunes rentrent dans le... C'est mieux. Travailler plus, travailler mieux, avoir une augmentation de la productivité. Ce sont des vraies questions sur lesquelles on ne discute pas, on est complètement verrouillé par aussi toute cette ambiance qui fait que rien ne peut bouger. C'est-à-dire qu'on ne discute pas des conditions, parce qu'on ne peut pas faire travailler les gens jusqu'à 64 ans dans les conditions dans lesquelles ils sont. Mais non, dans les métiers sur dans votre métier, on peut continuer. Dans mon métier, mais mon métier, il est tout à fait exceptionnel. Je fais partie des 5%. Mais oui, mais c'est pas. Et d'ailleurs, on le fait. D'ailleurs, vous le faites et moi je le ferai aussi. Donc ce n'est pas le sujet. Non, il va falloir qu'on s'arrête. Il va falloir qu'on s'arrête. Non, mais les journalistes qui parlent d'eux à partir de leur expérience et de leurs femmes et de leurs enfants, pardon, mais non. On a eu 3 éditos pour la route là. Oui, mais c'est possible. On va devoir s'arrêter. On voulait dire qu'il fallait prendre en compte la pénibilité, effectivement. Et qui l'a enlevé la pénibilité? Très bien détaillé dans le papier de. Qui l'a enlevé la Je pénibilité? vous arrête. Parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. C'est les joies et les peines parfois du direct. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Politique sur France 24.